Bonjour mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus. Donc je suis Marion Vergelaine, la directrice générale de l'Association des maires d'Île-de-France. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations pour votre élection. Donc vous êtes la bienvenue à cet atelier début de mandat de l'Association des maires d'Île-de-France. Juste un petit mot pour vous rappeler qu'on a un cycle d'une quarantaine d'ateliers début de mandat jusqu'à début juillet. Vous dire aussi, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas notre association, que l'association des maires d'Île-de-France est vraiment à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre mandat par de l'information, des temps d'échange entre pairs, par aussi tout un travail qu'on fait pour porter votre voix au niveau national afin de vous représenter. Vous êtes aujourd'hui donc dans un atelier début de mandat qui est intitulé Assurer la sécurité et l'épanouissement de l'enfant. Quel est le rôle du maire et plus largement évidemment des élus en charge de l'éducation et de l'enfant sur ces sujets? C'est une question, hein, vous le savez, qui, avant la mise en place du service public de la petite enfance au 1er janvier 2025, sur laquelle il y avait déjà des compétences obligatoires des communes, mais qui étaient précédemment limitées. On était sur la construction et l'entretien des établissements scolaires, le recrutement et la gestion des ATSEM, la veille sur le respect de l'obligation scolaire. Pour autant, même si il n'y avait pas forcément des compétences obligatoires larges, les communes se sont fortement impliquées sur ces questions éducatives depuis de nombreuses années, sur les questions de petite enfance avec la gestion de crèches, les multi-accueils, sur le périscolaire également avec les journées d'école ou les centres de loisirs, et plus largement l'accompagnement des points jeunes et tous les programmes de réussite éducative sur lesquels les communes sont particulièrement impliquées. Donc pour cet atelier, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame Sarah El Haïry, qui est haute commissaire à l'enfance et ancienne ministre. Donc on est ravis de sa présence parmi nous aujourd'hui. Et je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'elle puisse nous évoquer comment les élus locaux au sein de la communauté éducative peuvent à la fois permettre l'épanouissement des enfants à travers notamment le respect de leurs droits fondamentaux, par ailleurs garantir leur sécurité physique et morale, un enjeu extrêmement fort au vu de l'actualité assez dramatique, hein, sur ces questions qui interpellent largement les acteurs de la communauté éducative dont les communes font partie. Donc merci beaucoup Madame la Haute Commissaire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici avec vous au sein de la MIF. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, je voulais à mon tour évidemment vous féliciter pour vos élections ou vos réélections pour un certain nombre. Être maire aujourd'hui, c'est vrai que c'est une responsabilité qui est immense. C'est être au contact bien sûr des réalités, beaucoup des inquiétudes au quotidien et des attentes autant des familles que des enfants. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est aussi pour partager avec vous peut-être un peu une boussole qu'on a petit à petit construite, qui est, c'est vrai, presque évidente en soi, parce que c'est placer un peu l'enfant au début de votre mandat et pas parfois à la fin de l'exercice quand on a pris sur les épaules l'ensemble des obligations qu'on a. Non pas non plus comme une politique, pour le coup, parmi d'autres, mais plutôt comme un prisme pour penser de l'ensemble de l'action municipale. C'est vraiment un changement de regard qui, au quotidien, fluidifie, implique l'ensemble en réalité du conseil, ce qui change aussi dans la mise en œuvre de la transversalité et de la vigilance et de la proposition, et ce qui rend le mandat extrêmement dynamique, en tout cas à hauteur d'enfant. Et parce qu'une commune qui pense ses enfants, bien sûr, elle pense son avenir, mais pas que. Elle pense à cohésion, elle pense à bienveillance, voire son inclusion. C'est des externalités. Et le mandat municipal, c'est d'abord, c'est vrai, un temps absolument décisif pour l'enfance. Euh, pour commencer, peut-être c'est le plus simple. C'est vrai que nos mandats, ils durent 6 ans. Mais pour un enfant, c'est pas un mandat, c'est une étape. C'est une étape de vie qui est hyper importante, qui compte parfois double, triple quand on connaît toutes les études sur le neurodéveloppement, les neurosciences de ces moments-là. Et à la fin de votre mandat, l'enfant aura peut-être 5, 6, 7 ans de plus à un moment où c'est extrêmement structurant. Et donc, vous avez entre les mains un cycle complet, quasiment l'école primaire, qui voit se transformer ces enfants. Et parce que dans ces débuts, dans ces années-là, se construisent bien sûr les bases éducatives, on le disait, mais se forgent aussi parfois les premières inégalités.
On a, aussi souvent les premières fragilités qu'on commence vraiment à qualifier parce qu'elles se matérialisent malheureusement. Et donc la politique municipale, euh, elle réussit à changer ses trajectoires à un moment bien en amont. Alors on parle, c'est vrai, parfois de prévention, mais c'est bien plus que ça. C'est quasiment de la prévention primaire. Et c'est là où le SPPE, qui est une illustration pour le coup de cette compétence nouvelle, de cette responsabilité particulièrement structurante, le 1er septembre 25, depuis le 1er septembre 25, évidemment, vous êtes devenu autorité organisatrice du service public de la petite enfance. C'est une évolution majeure, en fait. Mais je vous rassurer, enfin, c'est pas une révolution non plus. Parfois, il y a eu un peu de, voilà, de stress que j'ai pu entendre. Ça demande surtout trois choses. D'abord, d'anticiper. D'organiser bien sûr et d'accompagner les besoins. Et le rôle, il est assez simple dans son principe, c'est d'abord identifier, c'est vrai, ses besoins sur son territoire, informer les familles, structurer une offre lisible. C'est plus la lisibilité qui était assez difficile sur certains territoires, et puis garantir bien sûr la qualité de l'accueil qu'on a évidemment en tant qu'élu comme responsabilité, mais aussi souvent comme parent, hein, pour être totalement transparente. Et c'est une compétence du coup de coordination avant d'être une compétence de gestion. Ce qui change le quotidien et du coup l'adresse qui est faite. Par contre, il y a une réalité, c'est vrai, qui est incontournable. Je suis aussi élue locale, c'est la particularité de la tension sur les professionnels. C'est une des plus grandes difficultés, mais cette compétence, elle arrive dans un contexte particulier parce qu'on a un vieillissement massif des assistantes maternelles et donc un départ à la retraite. Dans les années à venir, il y a une part importante vraiment qui vont partir. Et donc, ça veut dire concrètement moins de places d'accueil. Ça veut dire aussi plus de tensions pour les familles et des arbitrages difficiles pour les élus au quotidien, parce que c'est pas un sujet technique, c'est d'abord un sujet profondément territorial. C'est comment, derrière chaque place d'accueil, il y a un parent qui a besoin de travailler, il y a une famille qui s'installe, il y a une commune qui reste attractive, qui garde ses classes ou pas. Enfin, c'est pas, ça a des conséquences beaucoup plus larges. Et donc, les leviers à votre disposition pour pas repartir de zéro, c'est d'abord, c'est vrai, les caisses d'allocation familiale. Enfin, on ne le dit peut-être pas assez, mais qui sont les partenaires centraux de ce SPPE. Ils apportent d'abord des financements, mais aussi de l'ingénierie et des outils d'accompagnement assez classiques, hein. Euh, mais surtout, il existe aujourd'hui des enveloppes budgétaires qui sont dédiées, il y a des appels à projets, il y a des financements qui sont récurrents et qui peuvent être versés aux communes. L'enjeu n'est pas d'inventer, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment d'activer. Trop souvent, ces dispositifs existent, mais sont peu ou pas mobilisés. Et du coup, moi, un peu l'idée derrière aussi ce temps, c'est aussi un peu de créer ces petites lumières et de déclencher pour le coup, ces aides. Entrer concrètement dans les SPPE, c'est des actions assez simples, hein, mais qui deviennent structurantes pour le territoire. Et moi, enfin, j'invite souvent à commencer simplement par des projets pas lourds. Enfin, des choses assez utiles, assez simples. Par exemple, organiser un forum des modes d'accueil où où du coup, en plus, on est plutôt en mise en lumière des ressources et des richesses du territoire, créer ou renforcer les relais petite enfance qui existent dans un certain nombre de communes, bien sûr, et de proposer des temps d'échange parents-professionnels dont on manque, hein. C'est des temps qui sont parfois euh, pas régulièrement organisés, alors que en fait, les enfants, à la différence, euh, pour le coup, de certains grands projets d'infrastructure, bah, ils arrivent toute l'année et ils naissent au fur et à mesure. Et ces actions, elles coûtent pas toujours plus d'argent, mais surtout, elles structurent le territoire, elles rendent l'offre lisible, qui est une des raisons d'être du SPPE, elles rassurent les familles également, et elles créent du lien. Et surtout, elle montre aussi que la commune, elle est présente. Et donc, elle est en situation où elle se préoccupe réellement des besoins de ses familles. Et elle est aux côtés de ces professionnels qui, pour le coup, nous challenge parce qu'il faut un renouvellement. Relancer aussi un modèle pertinent, je pense aux crèches familiales, pour qui, j'ai un amour certain. Alors, elles sont loin d'être majoritaires et ça n'a pas vocation spécialement à le devenir. Mais c'est un modèle qui est sous-utilisé. Il a existé à une époque, était plus intense. C'est un modèle assez hybride et donc, à mes yeux, assez intéressant parce que c'est concrètement des assistantes maternelles qui accueillent chez elles ou en MAM, mais c'est la collectivité qui devient employeur. Et du coup, ce qui devient l'interlocuteur direct des familles, ce qui permet aussi, dans ce modèle, de combiner, je pense, un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire la souplesse de l'accueil individuel, qui répond à des vrais besoins, et qui peut être un choix familial, et qui, en tout cas moi, à mes yeux, qui est structurant. Le libre choix est important, et la structuration du collectif. Et donc, ça présente plusieurs avantages. D'abord, c'est un coût qui est moindre.
il est moins lourd pour qu'une crèche municipale classique, hein. Et surtout, il sécurise les professionnels. On connaît beaucoup les situations d'impayés, par exemple, ou de difficultés qu'elles peuvent avoir. Il garantit aussi une qualité de suivi. Et enfin, il renforce bien sûr le rôle de la commune parce que c'est un levier, à mes yeux, assez concret du développement de l'offre sans complexifier de manière excessive, pour le coup, cet accueil. Le périscolaire, on en parlait, c'est un enjeu de confiance avant tout. Aujourd'hui, les parents, ils sont quand même particulièrement ébranlés, inquiets. Il est essentiel dans le quotidien des enfants, le périscolaire. Et en même temps, c'est ce deuxième pilier qui, dans notre vie communale, est important. Et pour le coup, aujourd'hui, on traverse, je pense, en tout cas à mes yeux, une période de fragilité assez aiguë. Les faits récurrents ont marqué, et les drames ont marqué les esprits, autant des élus pour le coup que des familles, hein, et les élus sont aussi des parents, parce qu'il y a cette la crise de la confiance des parents. Et ça s'ajoute à une réalité assez structurelle d'emplois qui sont plutôt précaires, plutôt des horaires fragmentés et un fort turnover qui est dû à cette spécificité pour le coup d'organisation de l'emploi. C'est pas simplement un problème d'organisation. C'est vraiment un problème de stabilité humaine. Et donc, pour restaurer cette confiance, il y a des actions assez simples et assez visibles qui sont loin d'être anodines, mais qui sont des leviers immédiats. Je pense bien sûr simplement à afficher le trombinoscope des équipes. Ça rassure énormément les parents de savoir qui, qui est aux côtés de ses enfants. Généraliser les badges nominatifs. Parce que du coup, bah voilà, il y a un prénom, il y a un visage. Renforcer le lien entre l'école et le périscolaire. Associer davantage aussi les parents d'élèves et les associations de parents d'élèves dans la gestion et l'accompagnement même du projet du périscolaire. C'est des faits et des éléments qui sont assez marquants, en tout cas de la transparence et de la volonté d'inclure les parents même dans ce temps qui est venu, qui est pris un peu en sandwich entre deux temps qui sont vraiment du temps scolaire. Et il y a un principe assez essentiel, la transparence en cas d'incident. Les parents, ils ont besoin d'être informés. Parfois, on se dit, est-ce que ça va plus les inquiéter? La réalité, c'est que cette information, elle est préventive. Elle est assez essentielle. C'est une sorte de contrat de confiance qui est fait. Expliquer, c'est déjà commencer à rassurer, hein. Euh, le fait de cacher, pas spécialement de manière mal intentionnée, mais enfin, juste de ne pas partager des incidents, ça crée de l'inquiétude encore plus dans ce moment avec les réseaux sociaux, avec les drames qu'on a connus et la libération aussi de la parole, malheureusement, sur des violences de tout petits. Et enfin, en tout cas, un point à mes yeux qui est clé, c'est la formation des équipes. Tout ce qu'on fera notamment avec les responsables sur leurs obligations, y compris pour le coup juridique, je pense au délit de non-dénonciation, je pense à redonner un peu les clés à ces responsables sur euh, non plus que l'organisation managériale des équipes du périscolaire, mais aussi vis-à-vis des parents et vis-à-vis, pour le coup, des élus et de la collectivité, devient un vrai moment et en tout cas une vraie force de confiance à rétablir. Évidemment, il y a la question de l'anticipation des crises mais surtout l'accompagnement, pour le coup des parcours. Hem, Nous savons bien sûr gérer des crises techniques, ça c'est pas une difficulté, mais il existe une autre forme de crise qui est plus silencieuse et du coup qui est plus insidieuse, qui est plus dure, qui est celle de la fragilité éducative et familiale. Et celle-là, en fait, on la voit. On la voit, sur le terrain, on la voit au quotidien. Vous êtes par, soit vos je veux dire vos mandats, soit par vos collectifs, les premiers maillons de la chaîne éducative. C'est devenir parent, ça s'apprend pas. C'est en plus, c'est un peu plus dur en ce moment, je trouve. Mais ça se fait pas tout seul non plus. Et donc, il existe toute une chaîne éducative, hein, qui est là. Il faut peut-être la rappeler parfois, mais bien sûr, il y a la PMI, il y a tous les professionnels de l'enfance et de la petite enfance, hein. Il y a l'école, il y a les associations et il y a les communes qui, aujourd'hui, sont une sorte de premier point d'entrée vis-à-vis de tous ces professionnels qui accompagnent nos enfants. La réhabilitation des PMI, qui souffre aujourd'hui d'une image, je trouve, assez dommageable, mais enfin, c'est réel. Je pense qu'il faut aussi nommer les choses plutôt de contrôle. On voit les PMI comme des structures de contrôle. La réalité, c'est que les PMI, leur mission, c'est la prévention primaire. C'est bien sûr un outil d'accompagnement, de conseil et de prévention. Et c'est aussi du coup une opportunité peut-être de dédramatiser leur rôle pour se ressaisir de leur mission. Et notre, pour le coup, notre mission d'élu, c'est peut-être de réenclencher de l'information, de l'orientation, rassurer les parents aussi sur les missions réelles des PMI, parce qu'on se fait
enfin, parfois on se fait des montagnes, hein. Et vous n'êtes pas là pour faire à la place des PMI, bien sûr, hein, c'est pas l'idée de rajouter une compétence supplémentaire, mais surtout d'informer, d'orienter et de détecter les fragilités, parce que c'est une bonne orientation, va éviter bien sûr des ruptures familiales dont on connaît les conséquences et le coût humain, bien sûr. Euh, et pour ça, on peut il y a des moments clés, créer des rencontres un peu extrêmement importante à des moments structurants de la vie de l'enfant. D'abord la naissance. La naissance, c'est ce moment absolument déterminant. Accueillir un enfant, accueillir une famille. Pour le coup, vous avez la possibilité d'avoir des outils assez simples. Je pense à la lettre de naissance qu'on peut faire, les kits d'accueil qui peuvent accompagner la déclaration à la mairie, qui peuvent être remis parfois même dans un second temps, soit au moment de la déclaration, soit au moment de la remise du livret de famille. Je pense bien sûr à des outils qu'on a développés qui sont en open source, qui sont gratuits et disponibles, et en plus personnalisables, hein, avec des éditos des mères. C'est les clés de l'enfance, qui sont des guides. Il y a 0-3 ans. Et ensuite, il y a 3-6 ans, parce que le 3 ans, c'est l'inscription aussi, pour le coup, à la maternelle. Et donc, il y a deux guides et deux clés qui sont voilà, disponibles. On peut les envoyer sans problème pour les personnaliser. Et ils sont en lecture et téléchargeables sur le site, bien sûr, du Haut Commissariat à l'enfance. Et c'est des actes politiques puissants parce que au-delà du rôle d'état civil qu'on peut avoir, là, c'est le début de l'accompagnement et du soutien à la parentalité. Et tout ça nous amène de fait, du coup, à se dire comment on bâtit une ville à hauteur d'enfant. On entend beaucoup parler de cette expression. Moi, je pense que c'est plus qu'une expression. C'est une manière de transformer l'espace public, de penser l'enfant dans la ville à plusieurs moments et à plusieurs temps, entre guillemets, temps de temporalité. Des aménagements qui changent tout. Et on a vu de très beaux exemples sur notre territoire. Euh, j'ai vu, par exemple, des trottoirs qui sont plus accessibles et qui permettent du coup évidemment de bénéficier à du handicap moteur, mais aussi simplement une poussette. Ça permet aussi à des femmes enceintes ou des personnes âgées, voilà, avec une mobilité ou une motricité plus réduite, bah, de se sentir plus en douceur dans cet espace public et donc de réduire parfois l'isolement, la solitude ou même les fragilités. C'est très universel en fait de penser à hauteur d'enfant. Et parfois on a l'impression que c'est quoi le nombre de petits que j'ai et puis notre courbe démographique, notre dénatalité. En fait non, c'est beaucoup plus inclusif, c'est beaucoup plus bienveillant dans sa globalité. Les cheminements doux. On peut aussi, pour le coup, les penser parce que permettre à un enfant d'aller à l'école à pied, de circuler en sécurité, c'est aussi un choix d'aménagement, hein. Il y a des dispositifs ou des choses assez concrètes qui ont été faites, comme les rues écoles, hein, ou les espaces vraiment aux abords. Des équipements à hauteur d'enfant, ça peut être tout simplement quand on adapte ou qu'on installe des portes-vélos ou des abris à vélo, de penser en fait ces abris plus petits, mais qui permettent aussi d'éduquer finalement à l'usage du vélo. Tout le mobilier urbain. Là, ça, c'est peut-être des réflexes, mais on peut penser le mobilier urbain à hauteur d'enfant et des espaces bien sûr pensés pour eux. Là, ça envoie un message extrêmement clair de bienvenue aux familles et aux enfants. Une ville accueillante pour les familles, c'est aussi, ils sont extrêmement structurants dans la vie quotidienne. C'est évidemment les parcs, les espaces de jeu, les lieux de pause. Ça, il y en a un certain nombre. Mais c'est vrai que c'est pas que du confort. C'est vraiment un élément d'attractivité et faire de l'enfant du coup un acteur, pas seulement un bénéficiaire de la ville ou un accompagnant de son parent. Penser une ville à hauteur d'enfant, c'est aussi, je le disais, adapter l'espace public, mais profondément, peut-être la manière de faire nos politiques locales. Et là, c'est assez intéressant parce que l'enfant, il n'est pas uniquement un usager. Il devient un acteur parce que un sujet de droit, parce qu'on a pensé pour lui. Et là, ça peut être l'installation, en tout cas la création de conseils municipaux jeunes. C'est un levier hyper puissant qui est très sous-exploité. On a à peu près 6% des communes aujourd'hui qui ont des conseils municipaux jeunes. Là, il y a plein, voilà, des équipes pleines d'énergie qui sont en train de finir de s'installer. Et beaucoup de communes ont déjà mis ces conseils municipaux jeunes. Moi, je suis très lucide, hein. Souvent, c'est parfois un peu symbolique, parfois un peu ponctuel, euh, peu connecté aux décisions réelles. Et là où il faut changer d'échelle, c'est qu'un conseil d'enfant peut être non pas un complément de notre conseil municipal, bien sûr, mais ça peut être vraiment un lieu qui peut être pensé comme un lieu d'expression. Un lieu réel d'apprentissage de la démocratie, un laboratoire d'idées parfois pour la commune. Et ça permet d'avoir de la fidélité et moins de charge dans l'accompagnement de ces conseils d'enfants, où parfois
on sait plus trop comment faire ou quoi proposer, les enfants ont vraiment la capacité assez aiguë d'observer. Et cette observation de bon sens, en tout cas, elle est assez désarmante. Euh, mais ils parlent parfois de ces trajets qu'ils vivent de manière dangereuse. Ils parlent de ces espaces qui sont parfois mal utilisés et pour lesquels ils imaginent vraiment un autre usage et surtout de besoins très concrets, très quotidiens. Là, pour le coup, cette participation, elle passe d'une participation symbolique qui est une première brique, hein, mais à une participation qui devient utile à la ville et utile dans leur prise en main de leur citoyenneté. Et du coup, la suite de ça, ça peut être l'édition d'une page ou de manière ponctuelle d'un bulletin municipal enfant ou à hauteur d'enfant. Et c'est là où ce qu'on peut les inviter à faire, c'est de les associer à des projets très concrets. Par exemple, l'aménagement d'un parc, la sécurisation d'un trajet scolaire, la réflexion d'ailleurs sur les temps périscolaires, sur le contenu. C'est assez pareil, assez désarmant, leur donner un rôle consultatif, voire décisionnel pour certains sujets. En tout cas, ça peut être, faut bien cadrer pour pas créer le déceptif et pour pas se retrouver dans une promesse qui nous dépasse parfois, qui ne peut pas être tenue, mais ça peut être intéressant. Et inscrire leurs propositions à des délibérations ou à minima à des questions ou à des vœux de nos conseils municipaux. Ces outils, c'est des exemples, hein, il y en a, enfin, on peut s'en saisir et ils doivent euh, prendre forme en fonction de la taille, en fonction des besoins et de l'identité de chaque territoire. Mais il y a des structures comme l'ANACEJ avec qui je travaille très bien, qui est une association qui accompagne les collectivités. Et du coup, ils proposent des méthodologies. Ils proposent des formations pour les services ou pour les élus et surtout des retours d'expérience très terrain. Et je trouve que c'est une jolie richesse parce que parfois, alors, c'est pas de nos enfants, mais, et en même temps, c'est des enfants. Donc, comment on s'adresse à eux, comment on organise, c'est plutôt utile d'être accompagné. On n'a pas besoin de l'inventer tout seul. Voilà. Il y a le passeport du civisme, moi, que je trouve comme une très jolie voilà, expérience, un joli parcours d'engagement. Il y a d'autres outils, bien sûr, qui existent. euh, et, et pour le coup, il permet aussi de structurer, je pense, des parcours d'engagement. Il y a des temps, la découverte des institutions, l'action citoyenne, l'implication locale. Et c'est une manière de créer, du coup, une culture civique dans la ville dès le plus jeune âge. Et parfois, on embarque, du coup, grâce à ça, les parents qui étaient un peu plus éloignés de notre vie, pour le coup, communale. Et c'est pourquoi c'est stratégique, je pense, pour vous dans votre mandat. Associer les enfants, c'est pas seulement, je le disais tout à l'heure, éducatif, c'est aussi politique. Au sens voilà, le plus haut et le plus noble du terme, c'est la vie de la cité, la vie de la citoyenneté. Ça renforce le lien famille-mairie. C'est plus facile d'accompagner son enfant à un conseil municipal que de demander un rendez-vous au maire pour partager un projet, une vision. Je trouve que ça donne aussi un sens extrêmement fort à l'action publique et ça installe une culture de la confiance dont on parlait au tout début. Moi, j'ai une conviction assez simple, hein, mais un enfant qu'on écoute, euh, ça devient un adolescent qui va respecter l'espace, qui va respecter le bâti, qui va respecter les décisions qui sont prises par les équipes municipales, et donc demain un citoyen qui participe. Et donc cette démocratie locale, elle se construit bien avant le droit de vote, bien avant finalement des discussions un peu voilà un peu plus marquées qu'on peut avoir avec des adolescents, et elle se construit dès l'enfance. Et c'est un peu, en tout cas, les idées, les projets, et voilà, un petit état des lieux global de ce qu'on peut faire dans ce mandat pour sécuriser, accompagner et peut-être réenchanter cette place des enfants dans nos communes. Euh, la question, elle est assez simple, c'est qu'est-ce que les enfants retiendront de votre mandat? Qu'est-ce qui les aura marqués? Et vous êtes bien sûr des élus du quotidien, et les enfants, c'est, vous êtes les élus de leur vie, quoi. C'est vraiment